Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Ça veut dire qu'on va parler de la relation fondamentale de la dynamique en rotation, ou bien le principe fondamental de la dynamique. D'accord? Deux branches qui concernaient par cette leçon, les élèves de physique-chimie et de sciences mathématiques. D'accord? Allez. Alors, voilà le plan de cette leçon. Alors, nous allons commencer notre leçon par un rappel. D'accord? Rappel d'abscisse angulaire et abscisse curviligne. Rappel de la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Et un rappel du moment d'une force. D'accord? Le deuxième paragraphe, c'est la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Et nous allons voir la relation entre ces deux grandeurs, d'accord? Donc voilà, vitesse angulaire, accélération tangentielle et accélération normale, etc. Le troisième paragraphe, c'est la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe, d'accord? On a déjà parlé du principe fondamental de la dynamique. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton dans le cas de translation. Donc voilà, nous allons voir l'énoncé de la loi. Nous allons voir le rôle du moment d'inertie des corps lors de sa rotation. Et nous allons terminer par l'étude des mouvements d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe. D'accord? Allez. On commence notre leçon par le rappel. Alors, la position d'un point quelconque d'un corps solide, alors que vous voyez, on considère un point M, d'accord, d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta. Alors, pour l'axe fixe delta, il est en point O, d'accord, donc il est fixe, c'est clair. Alors, comme vous voyez, voilà le point M. C'est clair, il est en rotation de rayon R. Alors, notre mouvement peut être repéré par son abscisse, d'accord, angulaire, θ. Ça veut dire l'angle θ, il est entre OX et ON. Il s'appelle abscisse angulaire. C'est clair, θ. Ou bien, d'accord, son abscisse curviligne S. S, c'est l'arc AN. D'accord? Alors, la relation entre θ et S s'écrit sous la forme suivante. S est égal l'arc AM, d'accord, est égal R fois T fois θ. C'est clair? Donc voilà la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. D'accord? Ça veut dire l'abscisse curviligne est toujours égal le rayon fois l'abscisse angulaire. Alors maintenant on passe à la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc, tous les points d'un corps solide ont la même vitesse angulaire oméga i. Et leur vitesse linéaire v croît. Et on sait que la vitesse linéaire est toujours égale à la dérivée de la position par rapport au temps. D'accord? Donc, la vitesse linéaire est égale à la dérivée de l'abscisse curviligne, d'accord, sur le temps. D'accord, est égal tout simplement, on remplace S par R fois θ. R, elle est constante, donc est égal R fois la dérivée de θ. La dérivée de θ s'écrit θ point. D'accord, et θ point c'est oméga. D'accord, est égal R fois oméga. Parce que la dérivée de l'abscisse angulaire c'est oméga. C'est clair? Pour déterminer la vitesse angulaire oméga i, on utilise la méthode d'encadrement. D'accord? Alors, pour déterminer la vitesse angulaire d'après l'accord, on utilise cette relation. D'accord? La relation d'encadrement. Ça veut dire oméga i est égal θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. D'accord? Alors, par exemple, lorsqu'on veut calculer la vitesse angulaire en point M2, d'accord? Donc, oméga 2 est égal tout simplement θ 2 plus 1, c'est 3, θ3, moins
θ2 moins 1, θ1, ça veut dire θ3 moins θ1 sur T3 moins T1. Avec T plus 1 et T moins 1, des instants très rapprochés qui encadrent l'instant T. Donc voilà, on a rappelé par l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Maintenant, on va faire un rappel sur le moment d'une force. Le moment d'une force F quelconque, d'accord, est donné par la relation suivante. Le moment d'une force est égal toujours plus ou moins de l'intensité de la force fois D. Alors, qu'est-ce que c'est que D? D, c'est la distance entre le point de passage de l'axe delta et sa projection, voilà la projection orthogonale, attention, sur la droite d'action de la force. Ça veut dire qu'on doit trouver ici un angle droit. Ça veut dire entre la projection de delta et la droite d'action de la force. D'accord? Par exemple, ici, voilà delta, delta il est en haut. Donc, D, c'est la distance entre delta, d'accord, et la droite d'action de la force. D'accord? On choisit toujours le sens de rotation, voilà le sens de rotation, d'accord, du solide comme sens positif. Voilà le sens positif, parce qu'on a choisi le sens positif avec la rotation du solide. D'accord? Ça veut dire suivant la force F. C'est clair? Pour bien comprendre, nous allons déterminer les moments des forces appliquées sur ce solide. Les forces appliquées sur le solide sont le poids, la réaction et la force F. D'accord? Alors, le moment de F, alors pourquoi plus? Parce qu'on a choisi le sens positif, d'accord, avec le sens de rotation du solide. D'accord? Donc, est égal plus fois l'intensité de F fois la distance entre l'axe de rotation delta et la droite d'action de F avec un angle droit. D'accord? Ça veut dire l'orthogonalité. D'accord? Donc, il faut vérifier l'orthogonalité entre la projection sur l'axe de rotation et la droite d'action de la force. D'accord? Alors, pour le poids et la réaction, le moment de la réaction est égal à 0 et le moment du poids est égal aussi 0. Pourquoi? Très simple. Lorsque vous avez une droite d'action d'une force quelconque qui passe par l'axe de rotation, donc tout simplement, son moment est égal à 0. Par exemple, la droite d'action de R, elle passe par l'axe de rotation delta. D'accord? Ça veut dire le moment de R est égal à 0. D'accord? Alors pour le poids, c'est la même chose. D'accord? La droite d'action du poids, elle passe par l'axe de rotation. D'accord? Comme vous voyez. Donc, le moment du poids égale 0. C'est clair? Donc, c'est très simple. Toujours, lorsque vous avez une force, d'accord, et la droite d'action de cette force, elle passe par l'axe de rotation, le moment de cette force est égal toujours 0. Alors, on passe au deuxième paragraphe, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Alors, on commence par la vitesse angulaire. Le vecteur vitesse linéaire V d'un corps solide en mouvement de translation s'exprime par V est égal à la dérivée du vecteur position sur d de t. La vitesse est toujours en mètres par seconde. Par analogie, l'expression de la vitesse angulaire instantanée est oméga est égale la dérivée de θ sur d de t, c'est-à-dire la dérivée de l'abscisse angulaire, parce qu'on parle de rotation, d'accord, est égale θ point. C'est clair? Oméga est toujours en radians par seconde. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire instantanée est égale à la vitesse angulaire moyenne. C'est clair? C'est-à-dire la vitesse moyenne oméga m est égale à la dérivée de θ sur d de t. D'accord? Toujours dans le cas du mouvement circulaire uniforme. Accélération angulaire. Le vecteur accélération d'un corps solide en mouvement de translation s'exprime par, donc en général, dans le cas de translation, l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse
par rapport au temps. D'accord? Et par analogie, avec cette expression, ça veut dire le cas de translation, l'expression de l'accélération angulaire est, on sait que oméga est égal dθ sur dt est égal θ point. D'accord? À partir de cette relation, la dérivée seconde de θ, on va dire θ2 point est égal oméga point est égal d au carré sur dt au carré. D'accord? Comme vous voyez. Donc voilà l'accélération angulaire. Donc toujours, l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse. C'est clair? Soit dans le cas de translation, soit dans le cas de rotation. Dans le cas de translation est égal à la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps, et dans le cas de rotation est égal à la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. D'accord? Voilà. Alors, on définit l'accélération angulaire θ2 point du mouvement d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta à tout instant par la dérivée première par rapport au temps de la vitesse angulaire oméga. D'accord? Donc, θ2 point est égal à oméga point, c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, est égal à la dérivée seconde de l'abscisse angulaire sur la dérivée du temps au carré. D'accord? Alors, l'accélération tangentielle à t, accélération normale à n. Et on a déjà parlé dans la mécanique de Newton, d'accord, de l'accélération tangentielle et l'accélération normale. D'accord? Donc voilà, d'après la figure, l'accélération tangentielle suivant la vitesse, ça veut dire tangente le mouvement, d'accord? Et pour l'accélération normale, il est perpendiculaire au mouvement, ça veut dire perpendiculaire à la vitesse. D'accord? Et voilà l'accélération totale. C'est la somme de l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. D'accord? Et voilà le sens de rotation. C'est clair? Donc les coordonnées des vecteurs accélération dans la base de Frény s'écrit. On a déjà démontré ces deux relations. L'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et l'accélération normale est égale à la vitesse au carré sur ρ. ρ, c'est le rayon, dans le cas du mouvement circulaire. Alors, on désigne ρ par le rayon de Kuiper, son unité est le mètre, et dans le cas d'un mouvement circulaire, ρ est égal au rayon r. D'accord? Alors, sachant que la vitesse est égale le rayon fois la vitesse, d'accord, en remplaçant la vitesse angulaire par θ point égale r fois θ point, d'accord, les expressions de l'accélération tangentielle et l'accélération normale s'écrivent. La norme de l'accélération totale, c'est l'accélération normale au carré plus l'accélération tangentielle au carré, bien sûr dans le repère de Frény, d'accord. Et d'après les expressions de AT et de AN, A tangentielle est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, d'accord, donc on va dériver la vitesse, d'accord, donc R c'est une constante, donc elle reste R, et la dérivée de θ point c'est θ seconde, d'accord, et l'accélération normale est égale V au carré sur ρ, bien sûr R, donc on remplace V par R θ point, donc R au carré, θ point au carré sur R, on simplifie par R, elle reste R θ point au carré. D'accord? Donc en utilisant les équations en dimension, on a la dimension de A tangentielle est égale à la dimension de A normale est égale à la longueur sur le temps au carré. Et la dimension de R fois θ seconde est égale, la dimension de R c'est la longueur, la dimension de la longueur, et la dimension de θ2 point, ça veut dire l'accélération angulaire, c'est 1 sur t au carré, d'accord, ce qui montre l'homogénéité de la relation précédente, d'accord. Le mouvement circulaire uniforme. Alors c'est un mouvement circulaire de vitesse angulaire constante et accélération angulaire nulle. Alors lorsque l'accélération angulaire θ2 point est égale à 0, alors dans ce cas on parle du mouvement circulaire uniforme, d'accord. Donc à partir de cette relation, θ2 point est égal à d oméga sur d de t est égal à 0. D'après l'intégrale,
Ça veut dire on va chercher la primitive de cette équation, d'accord? Donc oméga est égal dθ sur d de t est égal constante. C'est clair? La primitive de d oméga sur d de t c'est oméga, et la primitive de dérivée seconde de θ, c'est la dérivée première de θ. Alors, dθ sur d de t est égal une constante. D'accord? Donc, on peut écrire la primitive de dθ sur d de t sur θ de t, la primitive de oméga sur oméga t plus θ0, une constante. À t est égal 0, la constante c'est θ0. Donc, tout simplement, c'est une équation horaire du moment. D'accord? Alors maintenant, on va voir le mouvement circulaire uniformément varié. C'est un mouvement circulaire d'accélération angulaire constante. D'accord? Donc lorsque l'accélération θ2 point est égale constante et différente de 0, alors dans ce cas, on parle du mouvement circulaire uniformément varié. Donc à partir de cette relation, le mouvement est une rotation uniformément variée et caractérisée par les équations suivantes. Donc à partir de cette relation, l'accélération angulaire est égale à la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps est égale constante. Donc on peut trouver l'expression de la vitesse, ça veut dire l'équation de la vitesse, d'accord, à partir de cette équation. En utilisant bien sûr l'intégrale, ça veut dire on va chercher les primitives. La primitive de θ2 point, c'est θ2 point fois t, parce que θ2 point c'est une constante. D'accord, plus une constante. D'accord, à t est égal 0, cette constante c'est oméga 0. D'accord, donc à partir de l'équation de la vitesse, on va chercher l'équation horaire, c'est-à-dire dépend de θ de t. D'accord, donc la primitive de oméga c'est θ de t parce que oméga c'est la dérivée de θ sur d de t. Donc la primitive de d de θ sur d de t sur θ de t est égale la primitive de t c'est 1 demi t au carré parce que θ2 point c'est une constante comme vous voyez, donc 1 demi θ2 point t au carré plus oméga 0 c'est une constante, donc la primitive d'une constante c'est la constante fois t, oméga 0 fois t plus une constante, à l'instant t est égal 0, cette constante c'est θ0 parce qu'on parle de l'équation des points de t, θ, donc l'équation horaire du moment. Alors il faut noter bien, c'est l'accélération angulaire inférieure à 0, donc le mouvement est circulaire uniformément varié et retardé décéléré. C'est θ2 point supérieur à 0, donc le mouvement est circulaire uniformément varié accéléré. D'accord, donc voilà, il y a deux propriétés très importantes. Alors maintenant, on passe au troisième chapitre, la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe. Dans un repère lié à la Terre, ça veut dire on parle de repère galiléen, la somme des moments de force appliqués à un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie g delta, d'accord, et de l'accélération angulaire θ2 point du corps solide à cet instant. Ça veut dire la somme du moment de force, d'accord, est égale le moment d'inertie g delta fois θ2 point. Voilà l'expression de principe fondamental de la dynamique dans le cas de rotation. Pour g delta, je vais vous donner un tableau de g delta dans les commentaires, d'accord? Alors en utilisant les équations en dimension, on a g delta est égal tout simplement la masse par la longueur au carré, et vous allez voir dans un fichier, dans des commentaires, comment calculer les g delta de plusieurs solides, d'accord? Donc l'unité de g delta c'est la masse fois la longueur au carré, l'unité de l'accélération c'est 1 sur t au carré, d'accord? Donc lorsqu'on multiplie tout simplement g delta par θ2 point, vous allez trouver tout simplement la masse fois I au carré sur t au carré. Alors ce qui montre l'homogénéité de la relation précédente, telle que la dimension du moment, c'est la dimension de la force fois la distance. La dimension de la force, c'est le newton. Il faut rappeler bien que
Le newton, c'est le kilogramme fois le mètre sur seconde au carré. Donc voilà, la dimension du moment, c'est la masse fois le temps moins 2 fois la longueur au carré. Est égal G delta fois θ de point, c'est la même chose. La masse fois la longueur au carré fois T moins 2. Donc voilà la démonstration dimensionnelle. La dimension du moment est égale la dimension de G delta fois la dimension de θ de point est égale la masse, la dimension de la masse fois la dimension de la longueur sur la dimension du temps au carré. D'accord? Alors, le rôle du moment d'inertie du corps lors de sa rotation. D'après l'expression de la relation fondamentale de la dynamique, d'accord, la somme du moment est égale G delta fois θ de point. On remarque que pour une valeur de la somme de n delta de f, l'accélération θ de point dépend de la valeur G delta. Bien sûr, d'après l'expression, G delta dépend de θ de point. D'accord? Et on peut écrire tout simplement θ de point est égal à la somme du moment de f sur G delta. D'accord? Donc, à partir de cette relation, ça veut dire le principe fondamental de la dynamique, on peut écrire l'accélération angulaire θ de point est égal à la somme des moments des forces sur G delta. Donc, d'après cette relation, θ de point augmente, c'est G delta diminue. D'accord? Pourquoi? Parce que G delta, c'est le dénominateur. Et comme vous savez, lorsque le dénominateur augmente, le numérateur diminue. Et l'inverse. D'accord? Donc, θ augmente lorsque G delta diminue. Et l'inverse. θ diminue lorsque G delta augmente. Donc, la valeur de G delta détermine l'importance de l'effet dynamique de la somme des moments des forces appliquées au corps solide. C'est clair? Donc voilà la relation entre G delta et θ de 2 points. Alors il faut remarquer que si la somme des moments des forces est égale à 0, ça veut dire lorsque θ de 2 points est égal à 0, la vitesse angulaire est égale à 0. D'accord? Et on a dit tout à l'heure, lorsque θ de point est égal à 0, le mouvement est un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe delta. D'accord? Donc, il faut noter bien que lorsque θ de point est égal à 0, alors la somme des moments est égale à 0. Alors, dans ce cas, on parle du mouvement de rotation uniforme. C'est clair? Si la somme du moment des forces est égale à une constante, ça veut dire l'accélération angulaire est égale constante. D'accord? Alors, dans ce cas, on parle de mouvement de rotation uniformément varié autour de l'axe delta. C'est clair? Et voilà, il y a deux cas. θ de point est égal à 0, ça veut dire la somme du moment est égale à 0. Donc, on parle du mouvement uniforme. Et θ de point est égal à constante, ça veut dire la somme du moment des forces est égale à constante. Alors, dans ce cas, on parle de mouvement de rotation uniformément varié. Alors, maintenant, on passe au quatrième paragraphe. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment étudier, d'accord, un problème mécanique, d'accord, qui contient les deux mouvements de rotation et aussi de translation. Alors, pour réaliser l'étude du mouvement d'un système mécanique composé de solides en mouvement de translation et de rotation autour d'un axe fixe, on suit les étapes suivantes. Alors, la première étape, on détermine les corps en mouvement de translation. D'accord? Alors, vous avez deux mouvements. Vous avez le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Alors, premièrement, on commence par déterminer les corps en mouvement de translation. D'accord? Après, on détermine les corps en mouvement de rotation. Ça veut dire qu'il faut savoir quels sont les corps en mouvement de translation et quels sont les corps en mouvement de rotation. Après, on applique le principe fondamental de la dynamique, bien la relation fondamentale de la dynamique à chaque corps en translation. Ça veut dire, on
on applique la deuxième loi de Newton. Alors en général, lorsqu'on parle de principe fondamental de la dynamique, tout simplement on parle de la deuxième loi de Newton. Dans le cas de translation, on parle de la deuxième loi de Newton. D'accord? Et dans le mouvement de rotation, on parle de la relation fondamentale de la dynamique. D'accord? Allez. Donc voilà le principe fondamental de la dynamique dans le cas de translation. Ça veut dire la somme des forces extérieures est égale à la masse scalaire vecteur accélération. Après, on projette ce principe sur les axes des repères d'étude, d'accord, selon le problème. Si vous avez par exemple OX, OY et OZ, donc vous allez projeter cette relation sur OX, après sur OY et après sur OZ. Et vous allez trouver les équations, d'accord, de problème. C'est clair? Et après, on applique la relation fondamentale de la dynamique, d'accord, abréviation RFD, à chaque corps en rotation. D'accord? La somme du moment des forces extérieures est égale à G delta fois θ 2 points. D'accord? Alors, en choisissant un sens positif de rotation, on choisit toujours le sens de rotation comme sens positif. C'est clair? Pour simplifier l'étude. Pour faire la liaison entre les corps en translation et les corps en rotation, on utilise des résultats tels que fil inextensible qui ne glisse pas sur la gorge de la poulie. A est égal le rayon fois l'accélération angulaire. D'accord? Avec R, le rayon de la poulie, et A, l'accélération linéaire en translation. Et θ 2 points, c'est l'accélération angulaire des corps en rotation. Donc voilà le premier résultat, ça veut dire lorsque vous avez un fil inextensible. Un deuxième résultat, c'est fil de masse négligeable. Lorsqu'on néglige la masse du fil, qui signifie une tension constante le long de tous les points du fil qui lie le corps en translation au corps en rotation. Ça veut dire lorsque la masse des fils est négligeable, la tension T1 est égale à la tension T2, tout simplement. Troisième résultat, c'est le moment d'inertie des corps en rotation est négligeable. Ça veut dire lorsqu'on néglige le moment d'inertie, le mouvement est une rotation uniforme, d'accord? Alors la tension du fil est constante en tous ces points. D'accord? Donc voilà la méthode pour étudier un problème mécanique. Et en général, il y a deux principes. Le premier principe, c'est le principe fondamental de la dynamique dans le cas de translation. Ça veut dire, on parle de la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à la masse scalaire, le vecteur accélération. C'est clair? La deuxième chose, c'est le principe fondamental de la dynamique, ou bien la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de rotation. D'accord? Alors dans ce cas, on ne parle pas de deuxième loi de Newton, mais on parle de la relation fondamentale de la dynamique. Ça veut dire la somme du moment des forces est égale à G delta, moment d'inertie, fois θ 2 points. Et voilà mes chers élèves, c'est la fin de cette leçon. Merci de votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.